OK, des fois, il y a une émission de télé qui fait tellement jaser qu'on n'a pas le choix de s'y arrêter. Mais pas juste pour ce qu'elle montre, non, surtout pour ce qu'elle cache. Alors aujourd'hui, on va décortiquer le documentaire Tous fraudeurs, on va fouiller dans les chiffres pour voir ce qui se cache vraiment derrière, puis ça révèle une histoire pas mal plus large et pas mal plus inquiétante sur la précarité en Belgique. 410 876. C'est du monde, ça. C'est le nombre de personnes qui étaient devant leur télé le 7 novembre 2023 pour regarder le fameux documentaire de RTL TVI, Sans boulot, tous fraudeurs. Pour le petit monde des médias en Belgique francophone, là, c'est un chiffre énorme, vraiment. Imaginez, avec un chiffre comme ça, l'émission a ramassé presque 40 des parts de marché ce soir-là. Ça veut dire que toute l'attention du public s'est retrouvée concentrée sur une seule affaire, la fraude sociale. Et c'est là que ça devient intéressant. En mettant tout le projecteur là-dessus, on est complètement passé à côté de la grosse histoire. C'est juste un petit bout du casse-tête. Évidemment, ça n'a pas manqué. La réaction était instantanée. Plus de 215 plaintes, pas des commentaires sur les réseaux sociaux, là, des plaintes officielles au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour incitation à la discrimination. Ça en dit long sur le malaise que le reportage a créé. OK, allons voir ça de plus près. La controverse, c'est pas juste les plaintes, ça vient aussi des gens qui ont participé au documentaire. La présidente du CPAS de Verviers, par exemple, elle a donné 1 heure d'entrevue qui a été coupée pour ne garder que 30 secondes. 30 secondes! Puis il y a Laetitia, une mère monoparentale, qui a dit que le portrait qu'on a fait d'elle, c'était pas juste une caricature, c'était carrément faux. Alors, c'est ça le nerf de la guerre. C'est quoi la vraie ampleur de ce problème de fraude? Mettons les choses en perspective. Les chiffres qui s'en viennent, vous allez voir, ça change complètement la donne. 250 millions d'euros. Bon, on s'entend, c'est beaucoup d'argent. C'est le coût qu'on estime pour la fraude sociale chaque année en Belgique. Mais il faut regarder le portrait global. Ce montant-là, ça représente à peine 0,3 de tout le budget de la Sécu. 0,3 Maintenant, accrochez-vous. En comparaison, la fraude fiscale, donc l'impôt qui n'est pas payé par les entreprises et les plus riches, on estime ça à 30 milliards d'euros. Oui, milliards avec un B. Le contraste est, disons, frappant. C'est ici que ça devient vraiment parlant quand on met les chiffres un à côté de l'autre. La fraude fiscale, c'est 120 fois plus gros que la fraude sociale. 120 fois. Puis il y a un autre truc, le non-recours, on va en reparler, qui coûte jusqu'à 20 fois plus cher. On a donc 2 problèmes financiers gigantesques, mais dont on n'entend presque jamais parler dans le débat public. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, à ce qu'un documentaire sur un si petit enjeu fasse autant de vagues, faut reculer un peu. Regardons 40 ans de politique sociale. On voit ici 3 moments charnières qui ont, petit à petit, resserré le filet social en Belgique. Ça commence en 82, avec l'austérité. Puis, en 2012, on donne un autre tour de vis, on rend les choses plus difficiles. Chaque étape a rendu l'accès aux aides plus compliquées, les allocations moins généreuses. C'est tout ça qui prépare le terrain pour le gros choc qui s'en vient. Et la conséquence de tout ça, la voici. En chiffres, le nombre de personnes qui dépendent du tout dernier filet de sécurité, il a été multiplié par 6 en 40 ans. 6 fois plus de monde. Ça, c'est l'image parfaite de gens qui deviennent de plus en plus précaires, et c'est pas un hasard. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe belge. D'un côté, on a un des meilleurs systèmes en Europe pour réduire la pauvreté, vraiment efficace. Mais de l'autre côté, ce même système est en train de se faire démanteler pièce par pièce, décision après décision. C'est assez fou quand on y pense. Parlons maintenant du morceau peut-être le plus important du casse-tête. Et pourtant, c'est celui dont on n'entend jamais parler, le non-recours au droit. Le non-recours, c'est quoi au juste? C'est simple, c'est quand des gens ne vont pas chercher l'aide à laquelle ils ont droit. Pourquoi? Des fois, les formulaires sont trop compliqués, des fois, c'est la honte, ou des fois, les gens ne savent même pas que cette aide existe. Regardez bien cette phrase. Plus d'une personne sur 2. Ça veut dire que pour chaque personne qui reçoit de l'aide, il y en a une autre qui a droit aussi, mais qui ne la reçoit pas. C'est absolument énorme. Le coût humain et social de ça, c'est beaucoup plus grand que celui de la fraude. Et comme si c'était pas assez, tout ce qu'on vient de voir, la précarité qui augmente, le non-recours, tout ça est sur le point de passer en vitesse supérieure. Il y a une grosse tempête qui s'en vient avec un nouveau plan du gouvernement. Voici le plan en question. On parle de 23 milliards d'euros de coupeurs. Sur ce montant, 93 va directement dans les dépenses sociales. Concrètement, ça veut dire près de 185 000 personnes qui vont perdre leurs allocations de chômage. C'est ni plus ni moins le plus gros plan d'austérité des 40 dernières années. Évidemment, ce plan a fait réagir. Des experts comme le professeur Yves Nicaise le disent clairement. C'est une recette qui n'est basée sur aucune preuve scientifique. D'autres institutions aussi, comme l'Institut fédéral des droits humains, ont tiré la sonnette d'alarme. Ils préviennent que les conséquences sociales pourraient être vraiment dévastatrices.
Donc, si on met toutes ces données ensemble, on en revient à la question de départ. Sur quoi est-ce qu'on décide de mettre le focus, collectivement? Ce graphique-là, il parle tout seul. La fraude sociale, le sujet qui a fait couler tellement d'encre, c'est le tout petit morceau du bain. À côté de ça, on a un autre problème, la fraude fiscale, qui est 120 fois plus gros. Mais lui, bizarrement, on en entend pas mal moins parler. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Comment ça se fait qu'un documentaire a pu river 410 000 personnes dans leur écran pour un problème qui représente 0,3 du budget social, alors que des enjeux colossaux comme la fraude fiscale et le non-recours restent dans l'ombre? La question, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on choisit de regarder la plus petite pièce du puzzle avec autant d'attention? Ça, la réponse en dit probablement très long sur nos priorités comme société. Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse assez costaude de la précarité en Belgique. Oui, on a pas mal de matériel. On a une pile de documents devant nous, des rapports, des chiffres, mais la pièce de résistance, c'est une déconstruction factuelle publiée sur le site Wayfieux qui s'intitule « 40 ans de démantèlement social ». C'est un article qui a été écrit en fait en réaction à un événement médiatique qui a vraiment mis le feu aux poudres. Un documentaire télé? Exactement. Fait que notre mission, c'est de démêler tout ça. On va essayer de comprendre les grandes tendances qui ont mené à la situation d'aujourd'hui et surtout de voir le fossé qu'il y a entre la réalité des chiffres et le discours qu'on entend des fois. C'est ça. L'idée, c'est de prendre toutes ces pièces du puzzle, les données de StatBell, les avis du service de lutte contre la pauvreté et surtout cet article de fond pour essayer de reconstituer le portrait global. D'aller au-delà des chiffres. Oui, vraiment. Voir les décisions, les mécanismes politiques qui, petit à petit, ont comme redessiné le paysage social de la Belgique. Parfait. Alors, commençons par le début, par l'étincelle, ce fameux documentaire diffusé le 7 novembre 2025 sur la chaîne RTL TVI. Le titre? Sans boulot, tous fraudeurs. Oui, de Christophe Daborsou. Et ça a été un succès monstre d'après les sources. À quel point? On parle de 410 860 téléspectateurs. Ce soir-là, ça représentait presque 40 de part de marché. C'est énorme. Wow! Et comme le titre le laisse un peu deviner, le documentaire a choisi un angle très précis et s'est concentré quasi exclusivement sur la fraude sociale. La fraude aux allocations. Donc exactement. OK, la fraude sociale. Mais c'est là que ça devient un peu fou quand on met ça en perspective avec les chiffres que nos sources nous donnent. C'est le moins qu'on peut se dire. Le décalage est fascinant. L'ensemble de la fraude sociale en Belgique s'est estimé à environ 250 millions d'euros par an. Ça sonne comme un gros chiffre. Ça sonne gros, mais si tu rapportes ça au budget total de la sécurité sociale, ce n'est que 0,3 %. Ah, ouais, OK. Maintenant, attends. Si on compare ça à la fraude fiscale, la fraude des entreprises, des grandes fortunes, les estimations grimpent à 30 milliards d'euros. 30 milliards? 30 milliards. C'est 120 fois plus que la fraude sociale. Attends une seconde. T'es en train de dire que les sources confirment que le documentaire a passé 1 heure d'antenne sur un problème qui est 120 fois plus petit que l'autre, dont on parle beaucoup moins. C'est exactement ça le constat. C'est un décalage complètement dingue. Pas surprenant que ça ait fait des vagues. Ça a provoqué un véritable tollé. L'article de Wayfieux documente très bien, plus de 215 plaintes déposées au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour incitation à la discrimination, quand même. Et plusieurs participants ont aussi dénoncé le montage. L'exemple qui frappe le plus, c'est celui de la présidente du CPS de Verviers. OK. Elle a donné une entrevue de plus d'1 heure. Elle expliquait la complexité et la détresse des gens. Au final, ils n'ont gardé que 30 secondes. 30 secondes? 30 secondes sorties de leur contexte qui déformait complètement son propos. C'est vraiment en réaction à ça que l'article central de notre analyse a été rédigé, pour fournir les faits, les chiffres, le contexte qui manquait. D'accord. Fait que le documentaire, dans le fond, a mis le projecteur sur une infime partie du problème. Et l'article qu'on analyse, lui, révèle ce qu'il appelle un paradoxe belge. C'est là que ça devient fascinant. C'est vraiment le cœur du sujet. D'un côté, sur papier, la Belgique a l'un des systèmes de redistribution les plus efficaces d'Europe. Ah oui? Oui, les données d'Eurostat sont claires. Les transferts sociaux, les allocations, les aides réussissent à réduire le risque de pauvreté de 52,7 %. C'est un des meilleurs scores de toute l'Union européenne. La machine de la solidarité a l'air bien huilée. Ça, c'est la théorie. J'imagine que la réalité sur le terrain, sur le long terme, c'est une autre histoire. C'est une histoire radicalement différente. Malgré cette performance théorique, tous les indicateurs de précarité se sont dégradés de façon spectaculaire au cours des 40 dernières années. C'est ça le paradoxe.
On a une bonne machine, mais il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent quand même sur le bord de la route. Exactement. Donne-nous des exemples concrets, tirés des sources, pour qu'on saisisse bien l'ampleur. OK. Prenons le revenu d'intégration sociale, le RIS. C'est vraiment le dernier filet de sécurité sociale. Le dernier recours. Entre 1981 et 2023, le nombre de personnes qui en dépendent a été multiplié par 6. Par 6? Oui, on est passé de 25 000 à plus de 158 000 personnes. C'est énorme. Un autre chiffre qui frappe. À Bruxelles, le nombre de sans-abri a quintuplé en 16 ans. Quintuplé. Et un dernier qu'on voit moins souvent, les personnes en invalidité, donc en incapacité de travail de longue durée. Ce chiffre a doublé en 15 ans. Il dépasse aujourd'hui le demi-million de personnes. Un demi-million! Ces chiffres sont étourdissants. On ne parle pas juste des statistiques sur une page, là. Ça montre bien que ce n'est pas un phénomène naturel, une sorte de fatalité. L'analyse des sources pointe clairement vers des décisions politiques. Absolument. Les sources décrivent un cycle, un pattern, qui s'est répété plusieurs fois. Comment ça marche, ce cycle? Ça commence par une urgence budgétaire. On dit qu'il faut absolument faire des économies. Cette urgence sert alors de prétexte pour adopter des mesures d'austérité qui touchent la sécurité sociale. Et, sans surprise, on observe ensuite une augmentation mesurable de la précarité. Il y a des moments charnières. Oui, l'article de Wayview identifie la réforme du gouvernement d'Irupo en 2012 comme un vrai point de bascule. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette réforme-là? Principalement 2 choses. D'abord, elle a rendu les allocations de chômage plus dégressives, c'est-à-dire qu'elles diminuent beaucoup plus vite avec le temps. OK. Ensuite, et ça c'est crucial, elle a limité dans le temps les allocations d'insertion pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et la conséquence de ça? Ça a été un transfert massif de la charge financière. Au lieu d'être payé par la Sécurité sociale nationale, la facture a été envoyée aux communes. Donc, si je comprends bien, l'aide pour les jeunes sans emploi, c'est leur mairie, via le CPA, qui a dû la payer au lieu du grand pot commun national. C'est exactement ça. Ça a dû mettre une pression énorme sur les budgets locaux. Une pression immense. Le CPA, le service social de dernier recours, est géré par chaque commune. Imagine une petite commune avec un budget serré qui voit soudainement le nombre de jeunes ayant besoin d'aide doubler. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le taux de jeunes de 18 à 24 ans qui dépendent du CPA a doublé juste après cette réforme. C'est un exemple parfait de comment une décision au niveau fédéral peut avoir des conséquences très lourdes au niveau local. Et ce schéma d'une grande réforme d'austérité qui a des impacts directs, est-ce qu'on le voit se répéter aujourd'hui? L'analyse nous amène pas mal à la situation actuelle, en 2025-2026. Oui, les sources parlent d'un écho très, très puissant avec le plan du gouvernement actuel, surnommé Arizona. Arizona. Il est décrit comme le plus grand plan d'austérité depuis 1982. On parle d'un plan d'assainissement de 23 milliards d'euros. Wow! Et la mesure phare, celle qui fait le plus jaser, c'est la limitation des allocations de chômage à une durée maximale de 24 mois. 2 ans. Et après, plus rien. On a une idée du nombre de personnes qui seraient touchées? Les projections sont très précises. On estime que 184 473 personnes seront progressivement exclues du chômage à partir de 2026. Ouf, presque 200 000 personnes. C'est la population d'une grande ville, ça. Les sources disent où ces gens-là sont censés aller? C'est la grande question. Le gouvernement lui-même anticipe qu'au moins un tiers de ces personnes, soit plus de 60 000 gens, n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers les CPAS. Encore plus de pression sur les communes. Exact. Et ce n'est pas tout. Le plan supprime aussi ce qu'on appelle l'enveloppe bien-être. C'est un budget de 2,8 milliards qui servait à revaloriser les plus basses allocations au-delà de la simple indexation pour suivre le coût de la vie. Ça semble être un recul majeur. C'est-tu même légal de faire ça? C'est un point très litigieux. L'Institut fédéral des droits humains a rendu un avis très sévère. Il qualifie ces mesures de recul significatif qui pourraient violer le principe de standstill de la Constitution belge. Le principe de quoi? Standstill. En gros, ce principe interdit au gouvernement de faire baisser le niveau de protection sociale qui existe déjà. Tu ne peux pas démanteler des droits acquis. L'avis suggère donc que ce plan pourrait être carrément anticonstitutionnel. D'accord. Donc, si je résume, on a un débat public enflammé par le documentaire qui crie au loup sur la fraude. Pendant ce temps, les données nous montrent une précarisation qui s'installe depuis 40 ans, qui est accélérée par des plans d'austérité. C'est ça. Et nos sources disent que le vrai problème invisible, ce n'est pas les gens qui prennent trop,
mais ceux qui ne reçoivent rien du tout. C'est exactement ça. On arrive au cœur du problème invisible, le non-recours aux droits. Le non-recours. C'est un concept fondamental. Une des sources, la revue Aide-Mémoire, estime que plus de 50% des personnes qui auraient droit à une aide sociale ne la demandent pas ou ne la reçoivent pas. La moitié? Attends, ça n'a pas de bon sens. Plus d'une personne sur deux qui est éligible passe à travers les mailles du filet. C'est le chiffre qui est avancé, oui. Et financièrement, ça représente quoi par rapport à la fraude dont tout le monde parle? L'article de Wikifew pousse l'analyse encore plus loin. Il estime que le coût social de ce non-recours en problèmes de santé aggravés, en dette, en isolement, serait de 10 à 20 fois supérieur au coût de la fraude sociale. 10 à 20 fois? Fait que pendant que le débat public se focalise sur un problème de 250 millions, on ignore un problème qui coûte des milliards à la société. Mais comment c'est possible? Comment on peut avoir un angle mort aussi gigantesque? Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas accès à leurs droits? Les sources identifient plusieurs barrières. La première, c'est la complexité administrative. Un vrai labyrinthe de formulaires, de conditions. La paperasse. Exact. Ensuite, la fracture numérique. La Fondation Roi-Baudouin rappelle que 46% des Belges sont en situation de vulnérabilité numérique. Pour eux, une procédure 100% en ligne, c'est un mur. C'est une barrière infranchissable. Oui. Il y a aussi la stigmatisation, la honte de demander de l'aide. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus absurde, des procédures complètement inadaptées à l'urgence. T'as un exemple de ça? Oui, et il est frappant. Pour prouver que tu es dans le besoin aujourd'hui, on te demande souvent de fournir ton avertissement extrait drôle. C'est ton avis d'imposition. OK. Le problème, c'est que ce document reflète ta situation financière d'il y a 2 ans. Mais c'est complètement absurde. C'est comme demander à quelqu'un dont la maison vient de brûler de prouver qu'il est sinistré avec une photo de sa maison intacte prise il y a 2 ans. C'est exactement ça l'image. Le système n'est juste pas bâti pour la réalité d'une crise soudaine. Voilà. Tu perds ton travail aujourd'hui, tu es en crise maintenant, mais l'administration te juge sur tes revenus d'il y a 2 ans quand tout allait bien. C'est une de ces absurdités qui crée le non-recours massif. Alors, si on essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on retient? D'un côté, on a un récit médiatique super puissant qui met toute la lumière sur la fraude, un phénomène marginal. Et de l'autre, on a une montagne de données qui nous raconte une histoire de 40 ans de précarisation structurelle qui va s'aggraver avec un nouveau choc d'austérité et qui cache un drame silencieux et bien plus coûteux. Des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas accès à leurs droits. C'est la grande conclusion qui se dégage des sources, oui. Ce contraste met en lumière une tension fondamentale. Est-ce qu'on voit la pauvreté comme une question de responsabilité individuelle, de fraude potentielle ou comme le résultat de causes systémiques? Des décisions politiques exactes. L'article de Wikifew conclut sur une note assez sombre d'ailleurs. Il dit que la Belgique fait face à une convergence de crises sans précédent, les exclusions massives, le vieillissement de la population, le coût de la transition climatique et un déficit public qui se creuse. C'est une sorte de tempête parfaite. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite, une question à méditer finalement. Toutes les sources qu'on a vues aujourd'hui, elles semblent montrer que notre système de protection sociale est bâti sur une méfiance par défaut. Les contrats, les procédures complexes, tout semble fait pour débusquer le fraudeur. Le plus grave, le plus coûteux, humainement et financièrement, c'est celui des gens qui, loin de frauder, n'arrivent même pas à obtenir l'aide à laquelle ils ont droit. Ça soulève une question vertigineuse. À quoi ressemblerait un système de sécurité sociale si son principe de base n'était pas la suspicion, mais la confiance? Et si sa mission première était de traquer activement le non-recours aux droits plutôt que de pourchasser une fraude qui, on l'a vu, est en réalité une part infime du problème? Bienvenue à la discussion. Aujourd'hui, on se penche sur la manière dont on parle de la pauvreté et de l'aide sociale en Belgique. Le tout a été mis en lumière par une controverse assez intense. D'un côté, on a eu ce documentaire télé Tous fraudeurs, qui a vraiment mis le projecteur sur la fraude sociale, et de l'autre, une analyse très détaillée, presque une contre-enquête, qui s'intitule Précarité en Belgique 1982-2022 et qui, elle, raconte plutôt 40 ans de démantèlement de l'État-providence.
Et ça nous amène à la question centrale de notre échange d'aujourd'hui. Est-ce que le fait de focaliser le débat public sur la fraude est une manière pertinente d'aborder la précarité? Ou est-ce que c'est, dans le fond, une diversion qui nous empêche de voir des problèmes structurels beaucoup plus graves? De mon côté, je vais argumenter que les réformes qui visent à activer les gens et le débat sur la responsabilité individuelle sont des réponses nécessaires. Le modèle social belge fait face à des défis immenses, notamment un taux d'emploi qui stagne et des questions de viabilité financière à long terme. On ne peut pas juste ignorer ça. Et moi, je vais défendre le point de vue que cette obsession pour la fraude sociale est une manœuvre politique. Une diversion, qui sert à cacher les conséquences dévastatrices de décennies de politiques d'austérité qui n'ont fait qu'aggraver la précarité d'une large partie de la population. Allons-y. Mon point de départ est assez simple. Le modèle social belge, c'est vrai, est l'un des plus performants en Europe. Les données montrent qu'il réduit le risque de pauvreté de près de 53 %. C'est énorme. Mais ce modèle est en crise. Une crise de durabilité. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Regardons les faits. Le taux d'emploi en Belgique, à 72,3 %, est le plus bas de tous ses pays voisins. C'est un vrai signal d'alarme. Plus inquiétant encore, plus de 11 % des ménages sont considérés comme quasi sans emploi, c'est-à-dire que personne ou presque ne travaille dans la famille. Et si on regarde l'historique, la tendance elle est claire. Le nombre de personnes qui reçoivent le revenu d'intégration sociale, le RIS, a été multiplié par 6 depuis 1981, 6 fois plus. Le nombre de personnes en invalidité, lui, dépasse le demi-million. C'est plus que la population d'Anvers. Face à ça, des politiques comme celle du plan Arizona, qui visent à activer et à responsabiliser, ne sont pas un choix idéologique, mais une nécessité pour que le système ne s'effondre pas. Le documentaire Tout fraudeur ne fait que mettre des images sur une angoisse qui est bien réelle. Je comprends la logique de la viabilité financière, mais l'angle mort de cet argument, c'est que se base sur une lecture complètement biaisée de la réalité. Cette fixation sur la fraude, amplifiée par un documentaire comme Tous fraudeurs, c'est une distorsion. C'est une façon de pointer du doigt les plus vulnérables pour justifier des politiques d'austérité. Parlons d'échelle, juste pour mettre les choses en perspective. La fraude sociale, on l'estime à peu près 250 millions d'euros par an. En face, la fraude fiscale, celle des grandes entreprises, des grosses fortunes, elle est estimée à 30 milliards d'euros. Faites le calcul, on parle d'un rapport de 1 à 120. Le débat public se concentre sur le 1 et ignore complètement le 120. Pourquoi? Parce que c'est politiquement plus payant. Et il y a un autre chiffre encore plus troublant, c'est le non-recours aux droits. Ce sont les gens qui ont droit à des aides, mais qui ne les demandent pas, par manque d'infos, par honte, parce que c'est trop compliqué. Ce phénomène-là, il représente pour eux une perte sèche 10 à 20 fois supérieure à ce que la fraude sociale coûte à l'État. On parle d'un système qui fait des économies sur le dos de ceux qu'il est censé aider. Quant au documentaire lui-même, faut quand même rappeler qu'il a généré plus de 215 plaintes au CSA, l'organisme de régulation, et que des participants ont dit que leurs propos ont été sortis de leur contexte. La précarité d'aujourd'hui, elle tombe pas du ciel là. C'est le résultat direct d'une série de plans d'austérité, de Martins en 1982 jusqu'au plan Arizona prévu pour 2025. Un plan qui, à lui seul, va exclure 194 463 personnes du chômage. Ça, c'est pas une inquiétude, c'est une politique. Vous mentionnez le plan Arizona comme l'incarnation du mal. Je suis d'accord, c'est un plan difficile, mais il faut regarder le contexte. On parle d'un plan d'assainissement de 23 milliards d'euros parce que le pays fait face à un déficit qui pourrait atteindre 6,5 % du PIB d'ici 2030 avec une dette publique à 105 %. Ce sont des chiffres qui ne mentent pas. Limiter les allocations de chômage dans le temps, à 24 mois par exemple, ce n'est pas une mesure punitive. C'est un incitatif puissant pour encourager le retour au travail. C'est une mesure qu'on retrouve dans beaucoup de pays. L'objectif est de s'assurer qu'il y ait assez de gens qui cotisent pour financer les prestations de ceux qui en ont besoin. La viabilité à long terme de notre solidarité en dépend. Là-dessus, je ne peux vraiment pas vous suivre. Présenter ça comme un simple incitatif, c'est ignorer la violence de la mesure. Pour reprendre les mots du professeur Ed Nicaise, un spécialiste reconnu, c'est une recette néolibérale sans aucune preuve scientifique de son efficacité.
Quand on regarde dans le détail de ce plan de 23 milliards, on constate que 93 de l'effort porte sur les dépenses sociales et les services publics. Ce n'est pas un effort partagé, c'est un effort qui cible toujours les mêmes. Vous parlez d'incitatifs, mais le chiffre de 184 463 exclusions du chômage, c'est pas une prédiction, là. C'est un objectif programmé. En comptant les familles, on parle d'environ 320 000 personnes qui vont basculer dans une plus grande précarité d'ici 2028. Attendez, 184 000 personnes. Concrètement, qu'est-ce qui leur arrive? Elles se retrouvent où du jour au lendemain? C'est exactement la bonne question. Elles ne disparaissent pas. Elles ne trouvent pas magiquement un emploi le lendemain. Elles se retrouvent poussées vers le dernier filet de sécurité sociale, l'aide sociale locale. Ce sont les CPA, les Centres publics d'action sociale, autrement dit, le Bureau d'aide sociale de la municipalité. Dans le fond, le gouvernement fédéral se décharge financièrement sur des services locaux qui sont déjà complètement débordés, sous-financés et au bord de la rupture. Ce n'est pas de l'activation, c'est un transfert de la misère. L'Institut fédéral des droits humains a d'ailleurs qualifié ce plan de recul significatif, qui risque même de violer le principe constitutionnel de standstill, qui interdit de diminuer le niveau de protection sociale. Mais au fond, ce que vous dites sur le plan Arizona touche à une question plus large, une question de philosophie. Est-ce que la responsabilité première incombe à l'individu ou au système? Parce que j'ai l'impression qu'on met toute la faute sur le système sans jamais parler de l'engagement personnel. Le discours sur la responsabilisation, ce n'est pas un gros mot. Il est valide et nécessaire. La transition qu'on a vécue en 2002 est très parlante à ce sujet. On est passé du Minimex, qui était essentiellement une aide financière de dernier recours sans condition ou presque, au RIS, le revenu d'intégration sociale. Ce n'est pas juste un changement de nom. Expliquez la différence, au fond. La différence est fondamentale. Pour recevoir le RIS, une personne doit maintenant signer un contrat, ce qu'on appelle un projet individualisé d'intégration sociale. Ça peut vouloir dire suivre une formation, accepter un suivi, chercher activement un emploi. C'est une évolution vers ce qu'on appelle l'État social actif. L'idée, c'est que la solidarité est un contrat social, une route à deux sens. La société vous aide, mais en retour, vous vous engagez à faire votre part pour vous en sortir. L'aide sociale ne doit pas être un hamac dans lequel on s'installe, mais un tremplin pour rebondir. C'est un argument qui sonne bien, c'est très convaincant sur papier, mais ça ignore complètement les causes profondes des problèmes. C'est une façon de blâmer les individus pour des problèmes structurels qui les dépassent. L'augmentation spectaculaire du nombre de bénéficiaires que vous avez cité au début, ce n'est pas parce que les gens sont devenus soudainement moins motivés en 40 ans, c'est le résultat de décennies de désindustrialisation qui ont fait disparaître des centaines de milliers d'emplois stables, c'est le résultat de la précarisation du travail avec la montée des contrats temps partiel subis, des contrats temporaires. Le fait que 2/3 des malades de longue durée soient des femmes, ce n'est pas une coïncidence. Ça n'a rien à voir avec un manque de volonté. Ça pointe vers des problèmes structurels profonds. Des conditions de travail plus difficiles dans certains secteurs, la charge mentale, la difficulté de concilier travail et vie de famille, ça mérite une analyse de fond sur notre organisation du travail, pas une simple injonction à s'activer. Je ne suis pas convaincue, parce que ce raisonnement-là finit par évacuer la réalité des chiffres. Et c'est là qu'on arrive à notre troisième point de divergence. Comment on interprète les données? Les chiffres bruts, ceux que j'ai mentionnés, sont alarmants et on ne peut pas juste les balayer d'un revers de la main en disant que c'est la faute du système. Je le répète, multiplication par 6 des bénéficiaires du RIS, quintuplement du sans-abri à Bruxelles en un peu plus de 10 ans et plus de 550 000 personnes en invalidité. Ce sont les symptômes d'un système qui est malade, qui a besoin d'une réforme en profondeur. Le ratio entre le nombre de gens qui travaillent et cotisent et le nombre de gens qui reçoivent des prestations devient tout simplement intenable. C'est une question de mathématiques, là, pas d'idéologie. Mais vous ne présentez qu'une partie du tableau. Vous omettez des chiffres tout aussi cruciaux qui racontent une histoire complètement différente. Oui, le système est sous pression, mais ce n'est pas parce qu'il est inefficace. Au contraire, vous ne mentionnez pas l'efficacité record de ce même système, qui, je le rappelle, réduit le risque de pauvreté de 52,7 %. C'est un des meilleurs résultats au monde. Vous ne mentionnez pas non plus que le coefficient de Gini de la Belgique, le Gini, c'est une mesure assez technique. C'est une mesure très simple des inégalités de revenus. 0, c'est l'égalité parfaite.
Le fait que la Belgique ait le 2e meilleur score de toute l'Union européenne, ça montre que notre système de sécurité sociale et nos impôts sont un puissant outil de redistribution. Le système fonctionne exceptionnellement bien quand on lui donne les moyens de fonctionner. Et ça m'amène au point le plus important. L'écart abyssal entre la fraude sociale et la fraude fiscale. Le rapport de 1 à 120, ça change tout. Le véritable problème, ce n'est pas le coût du système, c'est le manque de volonté politique pour aller chercher l'argent là où il est, notamment dans ces 30 milliards de fraude fiscale. Le débat sur l'insoutenabilité est un faux débat. La vraie question, c'est celle du choix politique de sous-financer la solidarité. Et j'ajoute le phénomène de non-recours aux droits, qui prouve que l'État, en réalité, fait déjà des milliards d'économies sur le dos des plus vulnérables. En somme, ma position est que même si le débat sur l'aide sociale est difficile, parfois polarisant, il est absolument essentiel. On ne peut pas ignorer les données sur l'inactivité et la dépendance croissante aux prestations. Des réformes structurelles qui mettent l'accent sur la durabilité financière et sur la responsabilité de chacun sont incontournables. C'est une question de justice envers les générations futures, pour qu'elles puissent, elles aussi, bénéficier d'un modèle social solide. Pour ma part, je conclus que cette focalisation sur la fraude et les manquements individuels martelés dans l'espace public par des productions comme Tous fraudeurs n'est pas neutre. C'est un choix politique, un choix qui vise à masquer 40 ans de décisions qui ont systématiquement affaibli la protection sociale. Les chiffres, quand on les regarde tous, démontrent sans l'ombre d'un doute que la fraude sociale est un enjeu marginal, un épiphénomène comparé à l'évasion fiscale et au coût humain immense du non-retour au droit. Le vrai débat qu'on devrait avoir, c'est celui sur les causes structurelles de la précarité et sur les moyens de renforcer notre modèle, pas de le démanteler. Cette discussion met bien en lumière le grand paradoxe belge. Un système de protection sociale d'une efficacité remarquable qui est une fierté nationale, mais qui est en même temps soumis à une pression financière et démographique extrême. Exactement. Et la question de fond demeure. La solution réside-t-elle vraiment dans le resserrement des conditions d'aide, dans la poursuite de l'activation à tout prix, ou est-ce qu'elle se trouve plutôt dans un réinvestissement courageux dans ce système qui a largement fait ses preuves? Les documents qu'on a analysés aujourd'hui offrent une matière riche pour poursuivre cette réflexion essentielle.